Alors, écoutez, en cette journée de manifestation contre l'austérité et des effets catastrophiques que cette austérité toxique provoque sur la qualité des services aux étudiants et sur la qualité de l'enseignement dans nos cégeps et dans nos universités, je pense qu'il est très, très important aujourd'hui de faire le point parce que contrairement à ce que le ministre Bolduc a répété ad nauseam depuis des mois, comme quoi il n'y aurait aucun service de toucher, que toutes ces compressions records dans le réseau post-secondaire se feraient sans conséquences, bien, force est d'admettre que les conséquences sont absolument dramatiques pour la qualité de l'enseignement et l'avenir de nos cégeps et de nos universités. D'abord, vous avez sans doute vu hier la sortie de plusieurs acteurs du niveau collégial pour vraiment faire ressortir que des 48 cégeps, il y en a 29 où les services directs aux étudiants sont affectés par les coupes records de 40 millions cette année. Donc, on a eu d'abord une première ponction de 21 millions à laquelle s'est ajouté un 19 millions. Donc, à quoi on fait face? Bien, réduction des heures des services adaptés pour les étudiants en difficulté. On fait face aussi à des services de soutien psychologique qui sont diminués, d'ouverture des bibliothèques, privatisation de la gestion d'équipements. On voit aussi abolition de l'aide financière pour des équipes sportives, mise à pied de conseillers pédagogiques, de techniciens en travail social, de techniciens en laboratoire. Donc, évidemment, tout ça a des impacts directs sur la qualité des services. On voyait hier très clairement que autant du côté de la Fédération des étudiants, on disait que c'était très grave pour la qualité des services aux étudiants, la qualité de l'enseignement. Du côté de la Fédération des cégeps, on a dit qu'on a tout tenté, mais que malheureusement, il est impossible de ne pas toucher aux services aux étudiants. C'est Jean Beauchesne qui a déclaré ça. Pour la FEC, la Fédération des étudiants, c'est carrément la réussite scolaire qui, à terme, est mise en cause par ces compressions records. Et du côté des enseignants, on dit qu'on n'arrive plus à couper dans l'accessoire, mais qu'on est vraiment rendu dans le nerf, donc au service aussi aux étudiants. Par ailleurs, le constat est tout aussi dramatique, sinon plus pour le réseau universitaire. Compression record de ce côté de 200 millions de dollars. Alors, on assiste à quoi? Bon, on assiste carrément à la disparition de programmes, à la fusion de facultés, à l'abolition de dizaines et de dizaines de cours dans chacune des universités, de dizaines et de dizaines de postes de chargés de cours. Aussi, les services aux étudiants, même chose. On a vu il y a quelques semaines qu'on coupait carrément dans notamment le soutien aux élèves handicapés, alors que justement, c'était une des priorités qui était ressortie du sommet sur l'enseignement supérieur. Alors, la situation est excessivement grave, d'autant plus grave qu'on est face à un gouvernement qui répétait, lorsqu'il était dans l'opposition il y a à peine un an, à quel point le réseau universitaire était sous-financé, à quel point on devait en faire une priorité nationale. Eh bien, aujourd'hui, je demande à ce gouvernement, je demande au ministre Bolduc, quelle espèce de priorité il fait de l'enseignement supérieur quand on voit tous les effets catastrophiques sur la qualité des services aux étudiants, la qualité de l'enseignement. C'est pas rien. Pourquoi c'est si important l'enseignement supérieur? Bien sûr, c'est parce que c'est au cœur de tout notre développement social, économique et scientifique, bien entendu. Alors, on est face à un ministre qui, visiblement, nous a répété ad nauseam qu'il n'y aurait aucun effet, alors qu'assurément, il savait très bien que ce ne serait pas le cas. On est face à une supercherie. On est face à une supercherie absolument extraordinaire de la part du ministre Bolduc. Donc, on lui demande de cesser son mauvais théâtre. On lui demande d'arrêter cette saignée de nos cégeps et de nos universités et on lui demande de mettre fin à ces compressions et de s'assurer qu'il n'y aura plus de tels effets délétères sur la qualité des services aux étudiants, particulièrement dramatiques en région. Et sur ça, je vais céder la parole à mon collègue, le député responsable des régions. Bonjour. Écoutez, ça me fait plaisir de me joindre à ma collègue Véronique Yvon pour participer à ce point de presse. Écoutez, les régions, vous savez, la saga des coupures, ça fait quelques mois que ça dure, mais là, aujourd'hui, on parle davantage du secteur de l'éducation.
Concrètement, ce que ça veut dire, bien, ça veut dire des fermetures de disciplines en région, des abandons de certains cours. Plus particulièrement, hier, on voyait dans la presse l'Université Laval, la seule institution qui est présente en Gaspésie dans ma région, bien, va fermer son école d'été à Percé. C'est 900 étudiants qui ont été formés dans les dernières années. C'est quand même pas rien. C'était une école de renommée internationale. C'est des retombées économiques dans le milieu, c'est de l'expertise. Je me souviens d'avoir travaillé avec plusieurs professeurs qui enseignaient à l'école d'été de Percé et qui s'impliquaient dans différents dossiers économiques et sociaux de la région de la Gaspésie, donc des personnes clés. Un cégep, une université dans une région, c'est pas uniquement voué à l'éducation. À mon avis, c'est un vecteur extrêmement important en matière de développement local, régional et d'occupation du territoire. Vous savez, quand on a le privilège ou la chance d'avoir des professeurs d'université puis de cégep qui ont des expertises, je dirais, multisectorielles, bien, dans le milieu, les agents municipaux, les agents de développement, ces gens-là sont très sollicités et peuvent participer au développement du milieu. Et encore plus, c'est encore plus pertinent dans le moment présent où on assiste à finalement la démolition de beaucoup des structures et des organes de développement des régions, les CLD, les CRE, les Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, il y a un lien direct entre l'expertise des professeurs dans les cégeps, les universités et les intervenants du développement local et régional. Donc, c'est une menace de plus pour les régions. Écoutez, à Matane, le personnel enseignant et l'ensemble du personnel ont renoncé à 2 jours de salaire pour éviter des pertes de services aux étudiants. C'est quelque chose, quand on est rendu à demander au personnel des cégeps, des régions, de sacrifier leur salaire pour pouvoir maintenir un niveau de service décent, on est rendu loin. Je pense aussi aux étudiants. Vous savez, un étudiant qui est à Gaspé ou en Gaspésie ou en région, c'est au-delà de 15 000 $ de frais pour étudier dans les grands centres. Oui, il y a le régime de prêts et bourses, mais c'est pas toujours suffisant. Donc, avec la fermeture possiblement de plusieurs cohortes dans les régions. Ça veut dire plus d'étudiants, des régions qui vont s'exiler vers les grands centres, donc des coûts supérieurs. Il y a des familles qui ne peuvent pas l'assumer. Et on sait que quand un étudiant quitte sa région, souvent, il risque de se trouver un emploi à l'extérieur. Donc, c'est une spirale qui entraîne encore là moins de jeunes qui reviennent dans les régions pour dynamiser nos milieux puis prendre en main cette relève-là qui est extrêmement importante. Donc, c'est le message que je voulais vous livrer. Merci. Est-ce qu'on a encore le moyen de maintenir un réseau collégial en région? Clairement. C'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement. Puis en ce moment, on le voit, puis Gaétan l'a très bien exposé, avec tout ce qu'on vit de démantèlement, de levier, de développement régional. Il parle d'une région éloignée, mais c'est la même chose dans une région comme la Nodière. Ces pôles-là deviennent encore plus vitaux parce qu'on l'a vécu avec la saga des conservatoires pour tout ce qui était de la question de la culture. C'est des poumons culturels. Bien, les cégeps, c'est des poumons de développement social, scientifique aussi, de formation aussi, de développement local pour garder les jeunes, pour avoir une masse critique aussi de gens qui travaillent, d'intellectuels, qui sont là pour former les gens dans différents domaines. Donc, c'est clairement un investissement. Il n'y a personne qui remet en cause la nécessité de garder ces cégeps-là, sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas les saigner si on veut pouvoir voir qu'ils participent au développement local puis à la vitalité des régions. Puis en ce moment, on se demande évidemment qu'est-ce que le gouvernement pense de tout ça, parce qu'on craint carrément que ces institutions-là en viennent à perdre tout sens ou qu'elles soient carrément moribondes. Et justement, dans les coulisses, le gouvernement laisse entendre que dans le cas des cégeps, il y a encore de la marge. On veut dire qu'on peut encore demander des compressions sans que les cégeps aient à couper dans les services directs. Il le laisse entendre aussi dans le cadre des négociations dans les secteurs publics, parapublics, avec certaines mesures pour avoir plus de mobilité du personnel, etc. Est-ce que j'aimerais savoir les échos que vous avez des cégeps à qui vous parlez, en région en particulier. Est-ce que le constat, c'est vraiment que là, on est rendu à l'os? Ou est-ce que c'est leur défense normale pour éviter absolument une compression? Sincèrement, j'ai jamais vu une sortie comme celle d'hier, où on a les professeurs, on a les dirigeants des cégeps, la Fédération des cégeps, les professeurs et les étudiants qui sortent d'une seule voix en disant
Là, on n'est plus capable de rien absorber, c'est les services directs. Puis je vois mal comment on pourrait nous faire croire que quand on coupe des postes de conseillers pédagogiques, des postes de techniciens en laboratoire, des heures d'ouverture, des laboratoires, des bibliothèques, du soutien aux activités sportives, on n'est pas en train de détruire tranquillement, carrément le milieu de vie des cégeps. Et Mme Yvon, compte tenu de ce qu'on a déjà vécu lorsque les gouvernements péquistes ont orchestré le déficit zéro, début des années 80, milieu des années 90, les psychodrames que ça a créé, est-ce qu'on n'est pas au milieu d'un psychodrame semblable? Parce que justement, il faut atteindre le déficit zéro. Est-ce que c'est pas ça l'effort qui doit être demandé par tous les réseaux, cégep, université, santé, etc.? Bien, moi, j'aimerais ça qu'on nous donne l'heure juste, que ce gouvernement de la transparence, de l'ouverture, nous donne l'heure juste. Ce gouvernement-là qui s'acharne à nous dire depuis des mois, au premier chef, le ministre Bolduc, qu'il n'y aura aucun espèce d'impact sur la qualité des services. Mais là, j'aimerais ça qu'il nous dise aujourd'hui comment il peut défendre une telle position quand les impacts très concrets, très directs s'accumulent. Niveau cégep, niveau universitaire, tout le monde est d'accord là-dessus dans le réseau. Puis Dieu sait que dans le passé, ils en ont déjà eu des efforts à faire, mais ils arrivaient toujours à pas toucher au service. Bien là, ils sont en train de nous dire, on n'est plus capable, on ne peut plus en prendre, la coupe est pleine, ça déborde. Donc moi, j'aimerais ça qu'il nous explique, ce gouvernement de la transparence, comment il peut tenir de tels propos. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que depuis le début, ils savaient très bien, avec un 21 millions d'un cégep, plus un 19 millions qui s'ajoute, avec un 200 millions pour les universités, c'est des compressions records, c'est du jamais vu. Donc, comment il peut nous expliquer qu'il a pu tenir ce discours-là? C'est une supercherie clairement programmée. Puis je pense qu'il faut que cette mauvaise pièce de théâtre arrête. Donc, si le gouvernement disait, oui, ça va faire mal, oui, il y a des services qui vont être affectés, ça serait moins pire? Les gens sauraient davantage? Premièrement, il faut de la transparence. Puis deuxièmement, il faut mettre une priorité dans l'enseignement supérieur. Cohérence aussi. Je vous rappelle, ce gouvernement était dans l'opposition il y a un an, répétait ad nauseam le ministre Arcan, le premier, actuellement, qui était critique de l'opposition, arrêtait pas de dire comment il fallait un réinvestissement majeur. Vous vous rappelez de toute la crise, peut-être, de la hausse des frais de scolarité? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Le réinvestissement majeur qu'il fallait faire dans le financement. On était face à un sous-financement qui n'avait aucun sens. Mais nous, justement, en 14-15, on devait réinvestir plus de 250 millions pour aller de l'avant, solidifier le réseau puis s'assurer que c'est une véritable priorité. Donc, cohérence, transparence, c'est ça qu'on cherche d'un gouvernement responsable. Malheureusement, c'est pas ça du tout qu'on a. Le président du Conseil du Trésor justifie les coupes en disant qu'à l'Assemblée nationale, il y a le Parti libéral, le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec qui sont d'accord pour qu'on revienne à l'équilibre budgétaire en 15-16. Donc, il répète ça sur toutes les tribunes. C'est vrai que vous appuyez le gouvernement dans l'atteinte du déficit zéro en 15-16? On veut des finances publiques saines, puis ce qu'on aimerait du gouvernement, c'est qu'il travaille sur la colonne des revenus. Moi, je cherche encore le début du commencement d'une solution structurante. Et mon collègue Gaétan, même chose pour les régions, pour la création d'emplois, pour la création de la richesse. Donc, on cherche toujours ce qu'il y en est de ce côté-là. À la porte à l'idée de reporter déficit zéro, parce que là, ça fait trop de dommages. Même l'économiste Pierre Fortin, je pense que je voyais hier, qui disait que la vitesse à laquelle on va, là, c'est peut-être, c'est trop rapide. Bien, il y a quelque chose d'excessivement inquiétant. Qu'est-ce qui est excessivement inquiétant? C'est le fait que ce gouvernement-là s'y prend de cette manière-là. Vous aviez c'est la manière qui est particulièrement problématique. Vous avez sûrement pu constater que les manières sont complètement différentes. Nous, quand on était là, on avait un plan économique excessivement fort, avec les gazelles, avec la politique scientifique, d'ailleurs. Où est-elle passée, cette politique-là? J'aimerais ça la savoir. La PNRI, même chose. On n'a aucune nouvelle de ça. C'était structurant pour du développement économique scientifique. Alors, il y a énormément d'éléments du côté de la création de la richesse des revenus qui sont tout à fait disparus. Et puis, pour que je comprenne, là, c'est 15-16, oui, mais d'une autre manière. Notre ligne, c'est que effectivement, il faut faire les choses correctement, mais le gouvernement s'est tellement mal engagé. On voyait ce matin qu'il est le 3e en termes d'austérité dans le monde, ce qui se passe en ce moment au Québec. Il s'est tellement engagé dans une voie, je vous dirais, à sens unique, avec des compressions qui ont des effets pervers plutôt que de s'engager dans la voie des revenus, que effectivement, les effets risquent d'être catastrophiques. Il fallait faire les choses correctement. Pas une bonne idée pour vous? C'est une bonne idée. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement fasse des choses qui n'ont pas des effets
contradictoires, qui n'auront pas d'effet pervers, qui vont faire en sorte que ça va nuire plus que d'autres choses. En ce moment, on est en train de créer de la pauvreté carrément dans les régions avec les décisions qu'on prend. Milliard, Mme Yvon, est-ce qu'il devrait aller chercher ça en impôts? Je suis en train de vous dire que lui, il doit mettre de l'avant ses solutions. Nous, on avait des solutions. Je ne ferai pas la job du gouvernement. J'en ai déjà assez à essayer de voir tous les impacts. Puis j'aurais peut-être le goût de rajouter, vous savez, quand j'entends tout le discours du gouvernement présentement, la recherche de l'atteinte d'équilibre budgétaire peut être un principe louable en soi, mais c'est de la façon qu'il le fait et avec la rapidité qu'il le fait. Un gouvernement qui vient d'être élu, après 6 mois, qui amène autant de réformes, je pense qu'il y a de l'improvisation. Écoutez, c'est clair que moi, ce que je déplore comme critique aux régions, c'est l'absence de modulation. C'est le mur à mur comme du jamais vu. Vous savez, quand on coupe 400 000 dans un CLD en Gaspésie qui a un budget de 900 000, ça n'a pas la même portée que le même 400 000 d'un CLD qui a un budget de 3 millions. C'est tout l'aspect déraisonnable là, de l'opération là, vraiment à la hache là, dans les budgets des régions. On ne veut pas faire vite et bien, c'est impossible. Pas dans vous dites la rapidité, bon, c'est problématique. OK. Là, le Parti québécois, est-ce qu'il préconise le report de l'atteinte du déficit zéro? Parce que là, ça crée des dommages un peu partout, comme on a. Nous, ce qu'on préconise, c'est un gouvernement responsable qui travaille comme du monde. Puis malheureusement, on est ça fait 1 an qu'ils travaillent sans travailler du tout sur la colonne des revenus. Donc, c'est excessivement difficile. C'est à lui de prendre ses responsabilités pour répondre aux objectifs qu'il s'est fixés. Sur le déficit des universités là, qui s'élève à 2,9 milliards, là, un montant record, est-ce que selon vous, c'est un symptôme d'un sous-financement chronique ou est-ce qu'il y a un problème de gestion dans l'université qu'on atteigne ce niveau-là de déficit? C'est quelque chose qui est très préoccupant, puis d'ailleurs qui nous préoccupait. C'était un enjeu lors du sommet, parce que je vous rappelle que nous, la question du sous-financement, on s'y attaquait vraiment, contrairement à ce gouvernement qui, il y a 1 an, le dénonçait et maintenant en ajoute avec des compressions records. C'est quand même pas rien. L'effort qui avait été demandé, par exemple, à l'Université Laval au cours des dernières années, c'était un 8 millions total. Et cette année seulement, c'est 42 millions. Fait que ça vous donne l'ampleur de la tâche. Et nous, à partir de cette année, il y avait un réinvestissement de 262 millions parce qu'il y a un cercle vicieux incroyable là-dedans. C'est qui paye pour les déficits? Qui paye? C'est le gouvernement qui paye les intérêts des déficits. C'est lui qui ramasse la facture des déficits des universités. Puis là, ce qu'il fait pour répondre à ces impératifs, c'est qu'il rajoute une couche de compression supplémentaire. Donc, évidemment, il faut à un moment donné se dire est-ce que c'est une priorité ou ça n'en est pas une, l'enseignement supérieur? Et l'autre question, évidemment, qu'il faut s'assurer qu'il y a une saine gestion administrative dans les hauts lieux. Quand on parle du cas de l'Université Laval, c'est pas pour rien que les gens sont particulièrement choqués, les étudiants, les enseignants, les gens qui évoluent à l'Université Laval, de voir la situation où on a donné des bonifications substantielles, où on a doublé la durée des primes d'après-mandat quand on vit une situation aussi grave, quand on voit des déficits aussi importants et des compressions aussi importantes. Donc, le gouvernement doit s'assurer de 2 choses. Que, 1, ces règlements sont respectés, mais évidemment, quand on a un ministre qui n'a pas la crédibilité, quand on a un ministre qui a commis les impairs qu'il a commis, c'est difficile d'avoir un pouvoir ensuite d'imposer ses décisions comme on l'a vu là, au cours des derniers jours. Et évidemment, il faut aussi décider qu'à un moment donné, on ne peut pas saigner nos cégeps et nos universités. C'est le développement global du Québec qui va en souffrir. En anglais. I think the Liberal conclusion is that the cutbacks won't have much of an impact on services, but you're saying there is an impact. Right now, we're feeling it. Can you explain that? There's a very strong impact on the cuts that the government is doing right now in the universities and CEGEP. The cuts really affect directly the services to students and the quality of teaching also. We see, cuts in the number of classes that are taught, the numbers of people who are teaching. We see cuts in the hours of opening of laboratories, of libraries. We see cuts in the services to support handicapped students, to support, people who have difficulties in learning, because there is a strong also décrochage. There is a strong abandonment. There's a strong dropout rate also that we have to take into account at the higher level of education as well as in secondary school. So all those considerations just seem not to be there. Isn't it inevitable that there will be impacts if the objective
the shared objective at the National Assembly is to go back to healthy public finances and a balanced budget. Isn't it? Is it wishful thinking to think that there won't be any impact? Well, there's two things. There's two things. First of all, if there were to be impacts, the government had the responsibility to tell us what kind of impacts there would be. When we had such a difficult situation, when we were in government, we were really open. And we did it with all society to say, okay, what do we do together to make sure that we aim in this direction? You know, what kind of measures will we do? Will it hurt? Maybe it will hurt there, maybe it will hurt there, but this is a collective responsibility and we're aiming towards the same objective. With this government, the problem, and specifically with this Minister of Higher Education, is that he keeps saying, you know, ad nauseam, all the time, that there won't be any impact, there won't be any effect on the students, on the quality of education, when it's not the case. We see it at the primary, secondary levels, but we see it also, and very strongly, at the collegial and university levels. So this is one problem. There's no transparency and all that. It's a big scheme. It seems that, you know, they're just playing a bad play, and we want this bad play to end. I think the Liberals have some merit in really sticking to their objective of balancing the budget. Isn't there some merit in really? I think this is counterproductive with the measures that they're putting there. It's totally counterproductive. You know, you won't have the quality of teaching. You may have, like Gaëtan was saying, students who will leave their communities, who will leave the regions to go to the centers. So what will happen with all the other cuts that we see in the regions? What will happen to our, you know, our local development, our regional development? So you have to think sometimes about what you do. You know, if it's counterproductive, well, don't do it. And if national education is a priority, well, then act accordingly. Merci.